Bonjour Monsieur Asselineau, que pensez-vous de la décision de François Hollande de ne pas briguer un second mandat? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre en fin de journée, en fin de soirée. Alors, évidemment, l'information qui a défrayé un petit peu la chronique, finalement pas tant que ça d'ailleurs, c'est la décision prise par François Hollande de ne pas se représenter. Alors, tout le monde en a parlé. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président décide, à l'issue de son premier mandat, de ne pas se représenter. Et pourquoi a-t-il fait ça? Ça n'a rien de très glorieux. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit que c'était une décision digne d'un homme d'État et ci et ça. Non, non, tout simplement, c'est parce qu'il n'était pas en mesure de se représenter. Parce que je suppose que de deux choses l'une, soit il annonçait qu'il était candidat en dehors de la primaire du Parti socialiste, et à ce moment-là, probablement, on avait dû lui faire savoir au Parti socialiste qu'il y aurait quand même une primaire et qu'il n'aurait pas l'investiture du PS. Ça aurait fait grand genre s'il y avait eu un candidat du PS à côté de François Hollande, et là, il aurait terminé vraiment au tréfonds des votes. Ou alors, l'autre possibilité, il était contraint de se présenter comme tout le monde, si j'ose dire, à la candidature, à la primaire du Parti socialiste, et à ce moment-là, très probablement, il aurait été battu par l'un des candidats qui va se présenter à cette primaire. Donc en fait, M. Hollande n'avait plus le choix. C'est ça la réalité. C'est une honte. C'est quelque chose on n'a jamais vu ça. En fait, M. Hollande suscite un tel rejet de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a fait, qu'en fait, on couvre du blanc manteau de l'homme d'État ce qui restera, je pense, dans l'histoire comme un des plus mauvais chefs d'État depuis Albert Lebrun, dont en 1900 président de la République sous la Troisième République, le dernier président de la Troisième République, Albert Lebrun, qui a assisté impuissant à la décomposition de la Troisième République. C'est un petit peu ça. Je rappelle ce que Charles de Gaulle avait dit dans les mémoires de guerre d'Albert Lebrun. Il avait dit d'Albert Lebrun, pour qu'il fût un chef d'État, il ne lui avait manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Ben, c'est un petit peu ce qu'on pourra dire comme nécrologie pour M. Hollande. Pour qu'il fût un chef d'État, il ne lui avait manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État, puisqu'il a assisté à la décomposition de la République. Il y a même largement participé. Alors, dans la foulée, il y a le Premier ministre, M. Valls, qui a démissionné, qui a quitté ses fonctions pour se présenter justement à la primaire, avec une espèce de petite scène comme ça, un peu ridicule, depuis Évry, là, depuis ses terres. Il avait fait venir, on a appris après, des figurants quasiment, enfin des gens qui étaient ses obligés, des salariés de la mairie d'Ivry ou du conseil départemental de l'Essonne ou je ne sais pas quoi, qui étaient là pour peupler derrière le fond quand il a annoncé sa candidature, avec des trémolos dans la voix sur le thème Vive la France. Bon, quiconque a un petit peu comment dirais-je, la façon de voir ce qui se passe, voyait bien que le public qui était là, on a l'impression qu'il regardait sa montre en attendant que ça se passe. Voilà. En fait, il n'y avait aucun enthousiasme, aucune ferveur derrière M. Valls. D'ailleurs, comment y en aurait-il? Comment pourrait-il y avoir une ferveur derrière le Premier ministre sortant qui prétend maintenant diriger la France, alors que c'est ce qu'il vient de faire depuis plusieurs mois, même plusieurs années, et d'une façon qui est calamiteuse. Voilà. Au passage, notons d'ailleurs que le candidat si c'était lui qui était retenu par la primaire du Parti socialiste, ce serait assez savoureux, puisqu'on aurait certes la disparition de M. Sarkozy d'un côté et de M. Hollande de l'autre, entre les Républicains et le Parti socialiste, mais en fait, on aurait leur doublure, c'est-à-dire M. Fillon, ancien Premier ministre de M. Sarkozy, et M. Valls, ancien Premier ministre de Hollande. Alors les Français qui veulent du nouveau sont servis. Je pense qu'ils les renverront à leurs chères études. On verra ça dans les mois qui viennent parce qu'il va y avoir énormément de surprises. D'abord, la première surprise, qui est quand même très agréable, il faut quand même le reconnaître. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans la vie. C'est qu'on a vu au cours des 10 derniers jours dégager de la scène politique définitivement M. Sarkozy, M. Juppé et M. Hollande, qui occupent encore les fonctions, mais enfin, il est ce qu'on appellerait aux États-Unis un canard boiteux. Donc ça fait quand même du bien de penser qu'on ne verra plus
ces trois personnages sur la scène politique française. Alors, dernier mot à dire, M. Cazeneuve, donc l'ancien ministre de l'Intérieur, a été nommé à la place. Et puis M. Valls, juste avant de partir, lui avait laissé une petite crotte, un décret qu'il a pris, qui concerne l'inspection de la Cour de cassation par des services relevant de l'exécutif. Alors, il y a eu aujourd'hui même, ce 7 décembre, quand même un peu d'émotion, parce que le procureur général et le premier président de la Cour de cassation, justement, ont protesté devant ce qui apparaît comme une atteinte à un principe républicain, puisque, vous le savez, depuis Montesquieu, on parle qu'un État démocratique, normalement, doit avoir une stricte séparation des pouvoirs. Et donc, le gouvernement, c'est l'exécutif. La Cour de cassation, c'est l'autorité suprême de la justice en France. Normalement, la Cour de cassation ne peut en aucun cas dépendre de l'exécutif. Voilà. Alors, certains disent oui, mais il y a déjà la Cour des comptes qui vérifie ce que fait la Cour de cassation. Oui, mais la Cour des comptes, ça n'est pas l'exécutif. La Cour des comptes, c'est justement aussi une magistrature. Ce sont des magistrats qui sont à la Cour des comptes. C'est un corps de l'État et qui est totalement distinct de l'exécutif. Et qui, qu'elle aille vérifier ce que fait la Cour de cassation, c'est très très bien. Mais le fait de placer la Cour de cassation sous l'autorité d'un service d'inspection relevant du ministère de l'Intérieur, et tout ça a été pris par un décret, c'est du sans précédent qui est assez inquiétant. Alors certains diront oui, ça va pas très loin. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est quand même un nouveau coup porté au grand principe républicain. Ça s'inscrit, en plus de ça, ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça s'inscrit dans toute une dérive. L'état d'urgence permanent depuis plus d'un an, excusez-moi. Ça s'inscrit aussi dans la constitution d'un gigantesque fichier où il y a 62 millions de Français fichés nationalement. Ça s'inscrit dans la remise en cause de toute une série de libertés publiques, notamment par l'instauration d'un état d'urgence permanent. Ça s'inscrit également dans cette décision. En attendant, moi, si j'étais magistrat, eh bien, je pense que je prendrais appui sur cette décision, puisque l'exécutif décide d'aller et de briser les traditions républicaines en faisant inspecter la Cour de cassation par un service relevant de l'exécutif. Eh bien, moi, je trouve que les magistrats auraient tort de se gêner et devraient accentuer la vérification qu'ils font sur la légalité des actions commises par nos dirigeants. J'espère ainsi que M. Sarkozy, M. Juppé vont pouvoir être interrogés sur les affaires les concernant, M. Sarkozy tout particulièrement. Mais aussi, j'espère que lorsque le président de la République aura quitté ses fonctions, eh bien, il y aura des gens qui vont quand même aller lui poser des questions sur toute une série de gestions, d'éléments de sa gestion, en particulier en matière internationale. Et quand je dis ça, je ne suis pas un révolutionnaire acharné, je ne fais que faire et que proposer ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où il y a des commissions d'enquête parlementaires qui ont établi quand même que des décisions qui avaient été prises, notamment par David Cameron sur la Libye, étaient complètement erronées. J'espère que c'est vers ce vers quoi on s'orientera. Comment se présente l'élection présidentielle ? Alors l'élection présidentielle, bon, maintenant ça y est, on sait à quoi s'en tenir sur les Républicains. Donc ça y est, c'est M. Fillon qui est sorti des urnes. Ça a permis, comme je le disais à l'instant, de faire partir définitivement, je l'espère, c'est probable, de la scène politique française, M. Sarkozy et M. Juppé, dont d'ailleurs je relève au passage que c'était finalement des non-candidats. Ils ont occupé l'espace médiatique pendant des semaines et des semaines alors qu'ils ne sont pas candidats. Voilà. Alors que moi, j'espère bien être candidat à la présidence de la République et j'ai toujours eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et ceux, si je suis candidat, qui viendront me dire que je suis un petit candidat, je dirais je ne sais pas si je suis un petit candidat, mais je suis toujours un plus grand candidat que M. Juppé ou que M. Sarkozy, qui eux ne le sont pas du tout. Alors, on voit, M. Fillon donc a pris ses fonctions, il a mis la main sur les Républicains, il est en train d'asseoir son pouvoir.
il me semble, mais peut-être que je m'avance un petit peu, il me semble que l'effet Fillon est déjà en train de s'évanouir. Voilà, c'est-à-dire qu'il a eu une espèce de bouffée de notoriété. Puis lorsque les gens regardent le programme de M. Fillon, ils s'aperçoivent que c'est quand même passablement indigeste. On aura l'occasion de revenir là-dessus au cours des semaines et des mois qui viennent, donc je n'insiste pas trop, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors maintenant, c'est côté Parti socialiste, bien entendu, où il y a cette fichue primaire qui est totalement étrangère à nos traditions démocratiques et républicaines en France, mais qui s'inspire, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller des institutions des États-Unis d'Amérique. Alors ce qu'on a appris quand même au cours des tout dernières heures, en fait, c'est que un certain nombre de candidats, de personnes qui avaient annoncé qu'elles seraient candidates à la présidence de la République, d'un seul coup, ça se transforme, la baudruche se dégoufle. Ces personnalités annoncent qu'elles vont être candidates à la primaire du Parti socialiste. Alors au premier rang desquels, Madame Sylvia Pinel, qui représente le Parti radical de gauche, qui nous avait annoncé une dizaine de jours qu'elle allait être candidate à l'élection présidentielle. Bon, moi je savais que c'était pas possible. Madame Pinel, elle sortait d'un chapeau. Personne n'avait jamais commencé à chercher le moindre parrainage pour elle sur le terrain. Monsieur Bastien Faudeau, pour le MRC, a dit qu'il allait lui aussi rejoindre la primaire du Parti socialiste. Même chose, d'ailleurs, on savait qu'il ne cherchait pas les parrainages. Et puis Monsieur Larouturou, vous savez, Monsieur Larouturou, en fait, c'est assez, je sais pas, il faudrait écrire une pièce de comédie, du Labiche ou du Feydeau sur ce qui se passe au mouvement Nouvelle Donne. Puisque M. Larouturou avait annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle, ça devait être au mois de juin, ça avait été avalisé, je crois, par le bureau politique de ce mouvement qui compte un millier d'adhérents. Et puis au mois d'août, je crois, il y avait eu d'un seul coup un coup de Trafalgar, le bureau politique avait d'un seul coup chassé M. Larouturou, ils avaient saisi le procureur de la République, ils avaient découvert que ce mouvement qui compte un millier d'adhérents, avait 23 millions d'euros de dettes. Enfin, un truc invraisemblable. Bon. Alors, semble-t-il qu'il est revenu en grâce. D'un seul coup, ils ont dû trouver à quoi avaient servi les 23 millions d'euros. Je suppose qu'ils ont dû trouver des factures. Donc, M. Larouturou est revenu à Nouvelle-Donne. Et puis, c'était pour nous faire un petit coucou. En fait, il a décidé de participer à la primaire du Parti socialiste. Tout ça, c'est quoi? C'est de la comédie. C'est de la commedia dell'arte. Il est évident que Mme Pinel, M. Faudeau, M. Larouturou ont une chance exactement égale à 0 de gagner la primaire du Parti socialiste. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour occuper les médias, pour amuser la galerie. D'ailleurs, les médias ont largement couvert médiatiquement Mme Pinel, M. Faudeau, M. Larouturou. Je dis pas de façon pléthorique, mais toujours plus que moi. Ça, c'est une chose est sûre. Et comme moi, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde, il est difficile de le faire moins que ce que les grands médias me consacrent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Très probablement pour, dans l'hypothèse éventuelle où le candidat socialiste serait élu à la présidence de la République, ils peuvent toujours rêver, eh bien, Mme Pinel, M. Faudeau, M. Larouturou se verraient, je suppose, assez probablement ministres. Voilà. Donc je pense qu'ils vont participer à ça. Et puis je ne sais pas combien il y aura de tours, mais si c'est comme aux Républicains, ils se rallieront au deuxième tour avec tel ou tel. Voilà. Donc pour l'instant, alors on dit que Mme Marie-Noëlle Lienemann, il y a des rumeurs ce soir qui courent comme quoi finalement elle ne se présenterait même pas à la primaire. On va voir. Pour l'instant, si on comprend bien, il y a deux personnalités qui ont des chances sérieuses d'être élus candidats après la primaire du Parti socialiste. C'est M. Valls d'un côté et M. Montebourg de l'autre. En fait, c'est probablement entre ces deux hommes que va se jouer la primaire du Parti socialiste. À propos, Arnaud Montebourg a été interpellé récemment par un adhérent UPR sur France Inter. Oui, c'est exact. C'est un de nos adhérents de Guadeloupe, Guillaume, qui a profité d'une émission sur France Inter ouverte aux auditeurs pour poser une question
à Arnaud Montebourg, qui était une question très bien vue d'ailleurs. C'était justement sur l'impossibilité juridique à laquelle M. Montebourg se confrontait, notamment dans la lutte contre les délocalisations. Et c'est tout à fait intéressant. Je vous propose de regarder cette séquence parce qu'elle est fascinante. Moi, elle me fascine. Écoutez la question de notre adhérent, de Guillaume, adhérent de l'UPR, et surtout, écoutez encore plus la réponse de M. Montebourg, qui est ancien ministre et candidat à l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Écoutez, ça vaut vraiment la peine. Guillaume nous appelle de Guadeloupe. Bonjour et bienvenue Guillaume. Question encore européenne. Oui, bonjour Monsieur Montebourg. On peut reconnaître que c'est assez plaisant de parler du Made in France, mais comment pouvez-vous promouvoir le Made in France alors que c'est interdit par le traité de Lisbonne? Alors par exemple, on a l'article 30 qui nous dit que les droits de douane à l'importation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Je pourrais aussi vous citer les articles 34, les articles 37, les articles 63 qui conditionnent les délocalisations. Donc tout à l'heure vous avez parlé de réformer l'Europe, mais vous savez très bien que c'est impossible puisqu'il y a un article 48 qui est dans les mêmes traités et qui exige l'unanimité pour changer les traités. Donc il y aura toujours un pays qui ne sera pas d'accord, c'est l'Allemagne. Et ça, je renvoie les auditeurs aux analyses de François Asselineau à ce sujet. Je vous remercie. Merci à vous Guillaume. Arnaud Montebourg vous répond. Merci monsieur, je vous félicite d'avoir une approche juridique des traités, mais je voulais juste vous indiquer que lorsque la puissance politique s'en mêle, les institutions européennes ont toujours accepté la violation des traités. La Banque centrale européenne a accepté la violation du traité lorsqu'il y a eu les problèmes sur la crise euro. La Commission européenne, lorsqu'elle est en difficulté, accepte la violation des traités. Ce n'est d'ailleurs pas la violation, c'est juste le bon sens et l'intelligence. Donc moi, je vais vous dire, d'accord, vous avez raison juridiquement. Normalement, nous sommes dans une prison juridique. Mais moi, je pense que les peuples se rebelleront si nous ne la faisons pas sauter, nous n'ouvrons pas ou nous ne Monsieur Montebourg répond à la question de notre adhérent sur le thème oui, en fait, vous êtes un juriste, vous pinaillez, c'est exactement ça. Il le fait passer en fait pour un crétin, pour quelqu'un qui serait à courte vue, qui n'aurait pas la hauteur de vue nécessaire à un grand homme politique qui, lui, évidemment, ne s'arrête pas à des peccadilles comme les affaires juridiques. Alors pourquoi c'est très grave? C'est très grave parce que M. Montebourg prétend être président de la République française. Or, il ne doit pas connaître sans doute la Constitution de la République française, M. Montebourg. L'article 5 de la Constitution précise que le chef de l'État, que le président de la République, est le garant de l'indépendance nationale, mais il est le garant du respect des traités. M. Montebourg, le président de la République, est le garant du respect des traités. Et vous nous expliquez, devant des centaines de milliers d'auditeurs, que si vous étiez élu président de la République, eh bien vous considérez que les traités, on peut s'asseoir dessus, que c'est la violation des traités. Mais c'est hallucinant. J'en appelle ici à la conscience de mes compatriotes. M. Montebourg est en fait quelqu'un qui prétend piétiner la Constitution française et piétiner le droit international. Il faut d'ailleurs bien voir ce que donnerait la politique de M. Montebourg. Parce que quand il dit, par exemple, qu'il va imposer tel ou tel truc, ça veut dire qu'il veut imposer sa volonté aux autres pays d'Europe. Il fait un coup qui est exactement le même que celui de M. Mélenchon. C'est-à-dire qu'il présente l'Union européenne, la construction européenne, comme si c'était l'émanation d'une petite coterie de patrons, de dirigeants d'entreprises et de banquiers qui imposerait à des peuples unis et récalcitrants une politique que ces peuples unis et récalcitrants rejetteraient en bloc. Mais c'est un mensonge. Tout comme M. Mélenchon, ou comme d'ailleurs à droite, M. Montebourg fait comme s'il n'y avait pas de différence entre les nations, comme s'il n'y avait pas d'intérêts nationaux divergents. Par exemple, pour les délocalisations, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. M. Montebourg dit « Eh bien voilà, c'est le simple bon sens, on va violer, etc. » Non, ça n'est pas le simple bon sens, M. Montebourg. Parce que, par exemple, les Slovaques, ils bénéficient de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est grâce à l'article 63 qu'ils bénéficient de l'implantation en Slovaquie, par exemple, de Renault.
Tous les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne pour bénéficier justement de cet article 63 et des délocalisations venues de l'Ouest. Donc, monsieur Montebourg, vous mentez. La question de notre auditeur était la bonne. Il n'y aura jamais l'unanimité pour modifier cet aspect-là des traités, par exemple pour lutter contre les délocalisations. D'ailleurs, vous êtes un menteur, monsieur Montebourg. Vous nous faites des niches. Vous le savez bien que ça n'est pas possible. Vous avez quand même été pendant 2 ans, me semble-t-il, ministre du redressement productif. Du redressement productif, qu'est-ce que vous avez redressé au juste ? Rien du tout, à part circuler dans une voiture avec des sièges en cuir chauffant et un tableau de bord en loupe d'orme. Vous avez redressé quoi ? Sous votre pontificat comme ministre du redressement productif, on a assisté à un événement torrentiel, des flots torrentiels de délocalisation et de perte d'emploi. Si c'était si facile de violer les traités, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Vous ne l'avez pas fait parce que vous saviez que vous ne pouviez pas le faire. Et d'ailleurs, si la France l'avait fait, elle eût été traînée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et vous le savez aussi, donc vous mentez encore au peuple français en disant ce genre de choses. Il n'y a d'ailleurs pas que l'article 63. Tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Par exemple, la directive des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, vous savez, enfin mes auditeurs savent qu'on peut employer maintenant dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, par exemple en France, des travailleurs détachés, par exemple venus de Pologne ou venus des pays de l'Est. Ils seront rémunérés en France avec le salaire, le SMIC, ça c'est obligatoire, donc c'est la législation qui s'applique pour les salaires, mais ça n'est pas la même législation qui s'applique pour les charges sociales. Là, c'est les charges sociales des pays d'origine. En d'autres termes, c'est une course au moins-disant social terrifiante, puisque les employeurs en France ont intérêt, par exemple sur des grands chantiers. On l'a eu, je crois, il y avait eu un scandale du côté, je crois, dans la Manche, sur un chantier d'EDF à La Hague ou à Paluel. On avait employé des travailleurs détachés polonais qui avaient le SMIC en France, mais les charges sociales polonaises. Alors, et vous savez très bien d'ailleurs, monsieur Montebourg, ce qui se passe. Il se passe qu'actuellement l'Allemagne ou la France essaie de ramer contre cette directive des travailleurs détachés qui contribue à détruire l'emploi en France. Sauf que, pourquoi ne le dites-vous pas, monsieur Montebourg, que les Polonais, les pays baltes, tous les pays de l'Est sont vent debout et refusent que soit modifiée cette directive. En d'autres termes, monsieur Montebourg, vous avez menti aux Français. Vous prétendez violer la Constitution française, qui prévoit que le président de la République est le garant du respect des traités. Vous prétendez violer le droit international, c'est-à-dire faire en fait prévaloir les intérêts nationaux français sur ceux des autres peuples et autres pays d'Europe. Vous risquez de nous emmener à la guerre. Parce qu'en fait, vous êtes un nationaliste, finalement. Vous considérez, vous, que la souveraineté française doit primer sur celle de la Pologne ou de la Slovaquie. Moi, je ne dis pas ça. Nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous estimons que nous voulons être souverains chez nous, mais nous n'avons pas du tout envie d'imposer aux Polonais ou aux Slovaques ce qu'eux ne veulent pas. Donc c'est très dangereux, votre position. Et puis enfin, le passage que vous avez fait en ministère montre que tout ça, c'est de la rigolade. En réalité, vous savez parfaitement que vous avez menti et que vous n'avez pas le pouvoir de violer quoi que ce soit. Voilà la réalité de la situation. Franchement, cette intervention de M. Montebourg, elle est à graver dans les annales. On va la faire circuler le maximum sur Internet. Vous avez montré que vous n'êtes pas un homme d'État. Que pensez-vous du sondage de 20 minutes dans lequel vous avez explosé les compteurs ? Alors effectivement, le journal 20 minutes, qui n'avait jusque-là jamais parlé de moi, a organisé un petit sondage en ligne qui demandait aux gens pour qui souhaiteriez-vous qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Il faut reconnaître que la question était d'ailleurs un peu chafouine. Il ne s'agissait pas de dire pour qui vous voulez voter, mais qui, à votre avis, mériterait d'être candidat. On croit comprendre quand même que beaucoup de gens qui ont voté ont quand même plutôt voté pour la personne qu'ils souhaitaient être candidat. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la première, c'est que je crois qu'ils ont retenu 25 ou 26 candidats, et ils ont spontanément mentionné mon nom. Ce qui prouve quoi ? Ce qui prouve ce que je sais parfaitement, ce qui est un secret de Polichinelle, c'est que tous les médias, que ce soit les grands médias nationaux, télévision, radio, grands journaux,
mais aussi d'ailleurs beaucoup de les journaux régionaux. En fait, tous les journalistes politiques me connaissent et connaissent parfaitement bien l'UPR. Et non seulement ils me connaissent, ils connaissent parfaitement bien l'UPR, mais de surcroît, ils vont régulièrement sur notre site et ils voient régulièrement monter le nombre de nos adhérents. Et ceux qui n'y croient pas, il suffit qu'ils se rendent dans telle ou telle manifestation ou conférence ou réunion publique que je tiens. Et il y en a, j'ai eu des témoignages de journalistes qui sont sidérés de voir le monde qu'il y a. L'autre jour, j'étais à Basse-sur-Mer, un dimanche après-midi, 15 heures. Un ciel bleu magnifique, il n'y avait quasiment pas de nuages. Dans le ciel, Basse-sur-Mer se trouve entre La Baule et le Croisic. Bon, ça n'est pas une capitale. Il y avait absolument toutes les raisons du monde pour aller se promener. Il y a quand même 120 personnes qui sont venues s'enfermer pour m'écouter de 15 heures, et ça a duré, avec les questions, ça a duré jusqu'à 10h30 du soir. Et je n'ai pas ligoté les gens sur les chaises. Hein. Les gens qui sont venus m'écouter, ils ont écouté une conférence qui est longue, qui dura 3 heures, 3h30. Et puis après ça, ils ont posé des questions et des questions et des questions. Et puis après ça, on est passé au verre de l'amitié. Et puis ils sont restés encore. Et si je le cite, c'est qu'il y avait dans la salle 2 journalistes, dont l'un s'était fait connaître et dont l'autre était là incognito, mais on m'a dit que c'était un journaliste d'un grand journal de l'ouest de la France, si vous voyez ce que je veux dire, qui étaient présents et qui ont assisté à tout. Parce que dans le landerneau médiatique, les gens commencent à se poser beaucoup de questions sur l'ascension fulgurante que nous connaissons en ce moment. Alors, cette ascension, on l'a vu dans ce sondage 20 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avoue qu'on a eu les compteurs qui ont... j'ai terminé premier. Et d'ailleurs, ça bouge encore. Aujourd'hui, ce soir, il y a encore des gens qui peuvent voter. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dedans. C'est qu'il y a tout de suite des gens qui ont dit « Mais oui, mais c'est pas un sondage. Vous avez demandé à vos sympathisants de venir. Et alors, et les autres, ils font quoi, à votre avis ? Ils font quoi, les autres, puisqu'ils prétendent que M. Macron, par exemple, ou M. Mélenchon, ou tout ce petit monde prétend connaître, utiliser les dernières techniques à la mode d'Internet. Mais ils font la même chose. Ils ont des cybermilitants. On l'a d'ailleurs vu, puisque M. Macron était arrivé dans les débuts. Pendant la première heure, il était tout à fait au sommet. Il arrivait premier ou deuxième. Il avait eu, je crois, 1200 j'aime. Ça veut dire qu'il avait mis sur le pont tous ces cybermilitants, ou tous ces militants, peut-être. Et puis M. Macron, de jour en jour, il a dégringolé, parce que les cybermilitants, il n'y en a pas beaucoup, donc ils se sont arrêtés faute de combattants. Alors que nous, plus le temps passe, et plus nous sommes soutenus. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ça valait, c'était un sondage de vote. J'ai pas dit ça, j'ai même dit le contraire. J'ai même dit qu'en fait, il s'agissait simplement de savoir si on souhaitait ou non que je sois candidat à l'élection présidentielle. On me dit que certains ont pu, à condition de bien connaître l'informatique, peut-être voter plusieurs fois. Moi, en tout cas, j'ai essayé. Puisqu'on m'a dit ça, je vais dire, moi, je vais voir, mais je n'y suis pas parvenu. Donc, je suppose qu'il doit falloir quand même avoir des connaissances en informatique. Mais en tout cas, il n'y a personne qui s'occupe à ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai eu, si on cumule les gens qui ont voté en ma faveur et ceux qui ont voté en ma défaveur, on a au total moins de votes que beaucoup d'autres candidats. Ce qui veut dire que si on avait eu un afflux massif de nos cybermilitants qui avaient fait du chiffre, on n'aurait pas ce résultat. Il y a aussi un autre élément qui est important et que je crois très très important même, c'est que de tous les candidats qui sont présents, non seulement j'arrivais en tête avec le nombre de gens qui souhaitent me voir à l'élection présidentielle, mais très très loin devant M. Mélenchon. J'ai 2 fois plus de j'aime. J'ai plus de 2 fois plus de j'aime que M. Mélenchon. Mais ce qui est également intéressant, c'est que je suis le seul candidat, me semble-t-il, dont le nombre de j'aime est largement supérieur au nombre de je n'aime pas, et même dont le nombre de j'aime est supérieur. Voilà. Alors, c'est un élément, il ne faut pas en faire un fromage, mais fromage il y a quand même eu, puisque l'AFP, l'agence France-Presse, a quand même éprouvé le besoin de faire justement une petite dépêche en disant quoi, un inconnu arrive là, et puis alors la dépêche était extrêmement venimeuse, c'était sur le thème, on était des olibrigus, on avait mis 3-4 personnes qui avaient fait du chiffre. J'ai dit encore une fois que c'est absolument pas vrai. On a suggéré à tous nos adhérents et sympathisants d'aller voter, ça c'est exact, mais on n'a pas fait de manipulation.
Et surtout, en plus de ça, cette dépêche AFP est quand même assez singulière. Un inconnu, vraiment? Un inconnu à la tête d'un parti politique qui a fait 1% des suffrages et près de 200 000 électeurs au régional? Un inconnu, alors que le site upr.fr est le premier site le plus consulté de tous les partis politiques français? Un inconnu, vraiment, qui a dépassé les 13 700 adhérents et fonce à toute allure vers les 14 000 adhérents que nous dépasserons certainement avant la fin de l'année 2016? Allons donc. Ils savent très bien qui je suis et les grands médias commencent à se demander ce qui se passe avec l'UPR. Eh bien, je peux les rassurer ou les inquiéter. Ne vous en faites pas. L'année 2017, ça va être une grande année pour l'UPR. Nous allons être la grande surprise de l'année prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes, la réalité à laquelle il va falloir que vous vous fassiez, que cela vous plaise ou pas, ou plus exactement que cela plaise ou pas, aux détenteurs des médias dans lesquels vous travaillez. Quelle est la situation sociale en France ? La situation sociale, elle continue d'être mauvaise. On a de façon récurrente, je n'en ai pas parlé, je voudrais en toucher un mot quand même, on a des problèmes avec les forces de l'ordre. Il y a un gros malaise dans les forces de l'ordre en France, en particulier dans la police, mais ça s'étend même également à la gendarmerie, parce que tout simplement, donc, là comme ailleurs, on pourrait dire la même chose d'ailleurs dans le corps enseignant, dans le personnel hospitalier, on pourrait dire la même chose dans un grand nombre de fonctionnaires. Les moyens ne sont pas là. Il y a plus de moyens partout. C'est la disette. On pourrait même dire que c'est la misère des moyens mis à disposition. Et en plus, on demande encore et encore et encore, on leur demande, notamment aux policiers, de faire du chiffre facilement d'ailleurs, et parfois on leur dissuade d'aller faire régner l'ordre dans les zones dites de non-droit. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer lors du dernier entretien d'actualité sur ce que je pensais des zones de non-droit. C'est hallucinant, mais d'ailleurs pour des gens qui piétinent le droit comme M. Montebourg ou comme M. Valls qui piétine le droit républicain. On a affaire en fait des dirigeants qui piétinent le droit dans tous les domaines. Donc pourquoi est-ce que finalement ils s'émouvraient de zones de non-droit ? Je voudrais dire un mot plus particulièrement aujourd'hui sur la situation de la Banque de France. La Banque de France, il y a déjà eu au mois de novembre une journée de manifestation des personnels de la Banque de France qui a été assez suivie. Et puis ils ont fait une journée unitaire le 6 décembre, donc c'était hier. Et pourquoi ça ? Eh bien parce qu'ils protestent contre un projet de la direction de la Banque de France qui s'appelle Ambition 2020. Ça c'est le paquet cadeau, c'est un univers orwellien. On dit le contraire exact de la réalité. C'est pas une ambition 2020, ça serait plutôt une attrition. Attrition, ça veut dire diminution. Réduction, ça veut dire en fait que la Banque de France est lancée dans un projet qui consiste non pas à être ambitieux, mais tout le contraire, à fermer boutique. C'est-à-dire en fait à prévoir la baisse de bientôt 2500 emplois. Il y a eu à la Banque de France 12% des effectifs qui ont disparu en 10 ans. En 2005, il y avait 14 000 salariés. En 2016, il n'y en avait plus que 12 000. Et en 2020, il pourrait ne plus y en avoir à peu près que 9 800. On voit donc quelle est l'ambition en question, c'est de fermer boutique. Alors je voudrais dire quoi là-dedans ? Je voudrais dire que cette diminution des effectifs s'accompagne par ailleurs de la vente de bijoux de famille, c'est-à-dire, tout le monde sait bien que dans les villes de province, il y a souvent des beaux bâtiments qui faisaient partie du patrimoine de la Banque de France. Certains de ces bâtiments, à Paris, à Lyon, à Agen, vont être mis en vente. Donc en fait, on ferme boutique. Alors pourquoi je parle de cette affaire ? Parce que c'est très rare, je crois, qu'il y ait des grèves à la Banque de France. Un personnel a quand même un statut très favorable. Deuxièmement, ça me permet de rappeler à mes auditeurs que la Banque de France, elle existe toujours. Nous avons toujours une banque nationale, et j'ai rappelé, et Vincent Brousseau avec moi, que l'euro, en fait, n'est pas une monnaie unique, c'est une juxtaposition de monnaies nationales qui s'appellent toutes euros, mais qui, chacune dans le pays concerné, représente une créance sur la Banque centrale nationale, c'est-à-dire sur la Banque de France.
Qu'en est-il de l'actualité en Europe? En Europe, on a eu au dernier dimanche, on a eu deux élections. On a eu d'abord une élection à la présidence de la République autrichienne, où il y avait deux finalistes. Il y avait donc M. Alexander Van der Bellen, qui était le Vert, enfin mouvance écologiste, et qui était opposé à M. Norbert Hofer, qui était lui le candidat du FPE, c'est-à-dire l'extrême droite, ou considéré comme l'extrême droite. Quelqu'un qui était effectivement qui est assez proche, en tout cas, de Madame Le Pen. Alors il y avait eu des supputations comme quoi, eh bien, M. Norbert Hofer pourrait l'emporter. En fait, c'est le contraire qui est vrai. C'est que c'est Alexander Van der Bellen qui a été élu un petit peu à la surprise, parce qu'il y avait certains sondages qui anticipaient que ça aurait pu être le candidat du FPE. Ça doit nous donner d'ailleurs à réfléchir au passage, parce que moi j'ai regardé cette affaire de près. Le candidat du FPE était tout à fait un clone de Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'il critiquait l'Europe, mais dans les tout derniers jours, et comme il l'avait dit d'ailleurs tout au long de sa campagne, pas question pour lui de sortir de l'Union européenne. Hein. Pas question, M. Norbert Hofer n'avait jamais proposé de faire sortir l'Autriche de l'Union européenne. Il l'a dit et redit, il a même pris l'engagement de le faire. En revanche, pour taper sur les immigrés, ça, il était fort. Donc c'était du Le Pen, en fait. Ben, il a été battu. Voilà. Il a été battu. Je rappelle qu'en Autriche, il y a pourtant eu, il y a quelques mois, une pétition citoyenne qui avait obtenu le nombre nécessaire de signatures pour demander que soit organisé un référendum. Mais en Autriche, les référendums d'initiative populaire doivent d'abord franchir le premier stade, c'est-à-dire d'avoir, je crois, 5% des électeurs qui signent une pétition. Ce premier stade avait été franchi. Ils doivent subir ensuite un deuxième stade, c'est-à-dire être acceptés, validés par le Parlement de Vienne, la capitale autrichienne, et ça n'avait pas été le cas. En d'autres termes, en Autriche, on voit que l'extrême droite, euro-critique, mais un peu pas beaucoup, enfin ambiguë, quoi, voilà, et anti-immigré a été battue, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une très forte opposition dans l'opinion publique autrichienne à l'appartenance à l'Union européenne. Alors tout ça doit faire réfléchir. Ce qui manque aux Autrichiens, vous savez ce qui leur manque? Il leur manque l'équivalent de l'UPR. Et puis il y avait un autre scrutin qui avait lieu en Italie, alors plus important parce que l'Italie c'est un grand pays, c'est la troisième économie de la zone euro, après l'Allemagne et la France. Donc en Italie, eh bien là les sondages pour le coup ont été validés et même ô combien même pulvérisés, puisque le référendum qu'organisait M. Matteo Renzi, le président du Conseil, qui est un jeune président du Conseil, qui avait tenu quand même 2 ans et quelques à la tête du gouvernement italien, M. Matteo Renzi a été battu. Alors, dans des proportions, honnêtement, il est difficile de faire un score pareil. Il y a plus de 60% des Italiens qui ont refusé son référendum. Ça ne s'est pas donc joué à 52, 48, 51, 49, 60, 40. Donc ça, c'est quand même très rare, un tel désaveu. Et dans ce désaveu, alors c'était un référendum qui portait sur des sujets de politique intérieure, notamment une politique d'organisation administrative. Et c'était un référendum qui voulait modifier la constitution de l'Italie pour se rompre avec le bicaméralisme, c'est-à-dire les deux chambres, Sénat et Chambre des députés, qui sont à strict pied d'égalité en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le fait qu'une des deux chambres ne prévaille pas sur l'autre joue un rôle certain, pas unique, mais joue un rôle certain dans l'instabilité ministérielle chronique qu'il y a des gouvernements italiens. Donc il voulait mettre un terme à ça. Bon. Deuxièmement, il voulait en profiter pour faire une réforme administrative en tout simplement supprimant les provinces. Alors il faut faire très attention, parce qu'en Italie on appelle les provinces, c'est pas comme les régions en France. En France, il y a donc des grandes régions, j'en parle dans ma conférence sur les euro-régions. Il y a aussi en Italie des grandes régions, mais ce qu'on appelle les provinces, en fait, ce sont l'équivalent de nos départements. Ils existent depuis 1859, en fait, et il y a 110 provinces. Par exemple, dans la région des Abruzzes, il va y avoir, je crois, 4 ou 5 provinces. En fait, c'est des départements. En fait, les Italiens ont voté contre parce qu'ils ont voulu garder leur département. Voilà.
C'est exactement la même chose. Nous, les départements en France existent depuis le janvier, je crois que c'est le 15 janvier 1790. Les départements italiens qui s'appellent provinces existent depuis 1859, mais ils sont à peu près aussi nombreux. Nous, on en a 101. En Italie, ils en ont 110. Nous, en France, il y a un projet sur lequel je m'exprime notamment dans mes conférences publiques actuellement. Il faut bien savoir qu'en France, il y a un projet subreptice, camouflé, qui consiste à vouloir supprimer les départements auxquels les Français sont si attachés. Je ne vais pas en parler ici parce que je ne veux pas que cet entretien dure trop longtemps, mais je renvoie à ma conférence sur les eurorégions et plus encore à ma conférence Comment sortir la France du désastre en 2017 que nous allons bientôt enregistrer en complet et mettre en ligne dans les semaines qui viennent sur notre site internet où j'explique ça dans le détail. Pour terminer ce tour d'horizon de la situation européenne, je souhaiterais quand même aussi dire un mot de ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Très brièvement, ce soir même, 7 décembre 2016, on vient d'apprendre que Mme Theresa May au Royaume-Uni vient d'avoir une victoire, puisqu'elle a fait voter à la Chambre des communes une motion par le Parlement qui demande au gouvernement de mettre en œuvre l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, conformément aux souhaits du peuple britannique, avant le mois de mars prochain. Et ce vote a été obtenu, le oui a été obtenu par une majorité écrasante, et qui n'allait pas de soi a priori, par 448 députés qui ont voté oui et 75 qui ont voté non. Alors pourquoi c'est important ? Parce que comme vous le savez, il me semble que je m'étais exprimé sur ces questions lors d'entretiens d'actualité antérieurs ou lors de directs sur Facebook. En réalité, il y avait une discordance entre les parlementaires britanniques qui étaient majoritairement contre le Brexit et le peuple britannique qui, lui, a voté majoritairement pour. Et donc il y a eu, et c'est actuellement que l'affaire doit être réglée d'ailleurs, il y a eu au mois de novembre la haute cour de Londres, trois personnages, là, 3 juges avec une perruque datant du XVIIe siècle, un petit peu miteuse d'ailleurs, et qui avaient décidé que finalement c'était le Parlement européen, le Parlement des Britanniques, la Chambre des communes, qui devait trancher et éventuellement s'opposer à la décision du peuple britannique. Voilà. Madame Theresa May avait aussitôt saisi la Cour suprême britannique, qui doit d'ailleurs rendre son jugement dans les tout prochaines heures ou tout prochains jours. Mais il est évident que la Cour suprême britannique va avoir du mal, me semble-t-il, à soutenir le jugement de la Haute Cour de Londres, dans la mesure justement où 448 députés ont voté pour justement la mise en œuvre de l'article 50, c'est-à-dire que les députés britanniques qui étaient en faveur du maintien dans l'Union européenne ont quand même avalé leur chapeau. Et pourquoi est-ce qu'ils ont avalé leur chapeau ? D'abord, parce que l'économie britannique est actuellement florissante, enfin en tout cas se porte mieux qu'avant. Donc si de nouveau il y avait un référendum aujourd'hui, c'est pas 52% pour le Brexit, mais peut-être 56 ou 58%, parce que les Britanniques se sont rendus compte que tout se passait très bien et que les prophéties d'Apocalypse, c'était de la pure propagande d'intimidation qui était fondée sur des mensonges. Donc les parlementaires britanniques sont des gens quand même très pragmatiques, et puis ils ont dû comprendre que si d'aventure ils ne votaient pas ça, mais Madame Theresa May en aurait tiré argument pour dissoudre la Chambre des communes et faire des élections générales où ils auraient été évincés. Donc en fait, ils ont préféré très probablement garder leur siège. Toute honte bue. Eh bien tout ça, c'est très réjouissant. Qu'en est-il de l'actualité internationale ? Sur l'actualité internationale, je ne vais pas parler ici de Donald Trump, j'en parlerai peut-être la prochaine fois, parce qu'actuellement il est en train d'organiser son gouvernement futur, puisqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier. J'ai vu qu'il y avait eu des décomptes, des recomptes de voix qui ont été faits ici ou là. Donc j'ai vu que dans le Wisconsin, en définitive, contrairement à ce qui avait été annoncé, en définitive, tous les comptes ayant été terminés, finalement, M. Trump a eu quelques dizaines de voix de plus
que ce qui avait été dit dans un premier temps. Donc sa victoire sur Mme Clinton dans le Wisconsin a été confirmée. Je ne sais plus dans quel État, je crois que c'est en Pennsylvanie ou je ne sais pas quoi, ils ont arrêté les décomptes. Enfin bon, tout ça, on s'y perd un petit peu. Bref, en tout cas, M. Trump organise actuellement son gouvernement et, si j'ai bien compris, il souffle le chaud et le froid. Voilà. De temps en temps, il prend des décisions qui vont tout à fait dans le sens de ce qui est l'oligarchie. Par exemple, son secrétaire au Trésor, c'est quelqu'un qui vient de Goldman Sachs. Donc il est difficile de dire que M. Trump va beaucoup innover en la matière. Mais sur d'autres sujets, par exemple à l'Agence pour l'environnement, il vient de nommer quelqu'un qui est réputé pour être climato-sceptique. Puis M. Trump a dit il y a quelques jours que son objectif c'était de ne plus déstabiliser les pays du Moyen-Orient. Donc un jour, on a l'impression qu'il va se ranger sous la bannière, qui va s'assagir et être repris en main par l'oligarchie industrielle et financière qui pilote très largement les États-Unis d'Amérique. Puis un autre jour, il dit le contraire. Alors, on va voir la suite des événements. Mais en attendant, ce qui est assez notable, c'est que d'un seul coup, les grands médias français ont quand même sacrément mis un bémol contre Trump. Progressivement, maintenant, on n'en parle plus beaucoup. Et bientôt, si tout va bien, j'imagine que les grands médias nationaux vont nous dire que M. Trump, finalement, n'était pas si mal. Bon. On verra. Je voudrais quand même parler en matière internationale d'un sujet qui est important, au moins aussi important, parce que là, c'est une confirmation apportée par Wikileaks, donc par les fameux télégrammes de Wikileaks, et qui nous apprennent quoi ? Eh bien, qu'un télégramme récent, aujourd'hui, qu'on a appris aujourd'hui, ou hier, c'est que le ministre turc de l'énergie, qui s'appelle M. Berat Albayrak, Monsieur Berat Albayrak, qui est donc ministre turc de l'énergie et qui est le gendre de Erdogan, eh bien en fait a tout simplement aidé une société qui s'appelle Power Trans, je crois, une société énergétique turque, à contourner l'embargo pour en fait utiliser le pétrole servi par Daesh. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait bien, ça avait été largement indiqué, il y avait eu des soupçons. Je m'en étais d'ailleurs fait l'écho moi-même. J'avais dit personnellement que justement il y avait des membres de la famille de Erdogan qui fricotaient avec Daesh et qui permettaient de sortir le pétrole. J'avais d'ailleurs, je me rappelle très bien, mentionné qu'il avait été confirmé que du pétrole de Daesh avait été commercialisé dans les stations-service en Bulgarie, pays membre de l'Union européenne frontalier de la Turquie. Maintenant, on a la confirmation que, en fait, c'est la famille proche du président turc qui a le parti lié avec Daesh. Quand on sait que la Turquie est un pays membre de l'OTAN, quand on sait qu'il y a des relations quand même si le coup d'État qui s'est passé, la tentative de coup d'État contre Erdogan qui s'est passée cet été reste assez mystérieuse, il n'en demeure pas moins que la Turquie, pour l'instant, est toujours dans l'OTAN, même si la Turquie a fait un peu mine de se rapprocher de la Russie. Voilà, tout ceci ne sent pas bon, c'est le moins que l'on puisse dire. C'en est une confirmation. Avez-vous un mot pour conclure ? Oui, eh bien, je vais conclure, comme d'habitude, en parlant de notre mouvement politique et de la force politique que nous représentons. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, je fais des réunions publiques à travers toute la France où il y a de plus en plus de monde qui vient. 240 personnes à Aix-en-Provence, 120 à Brest, 120 à Limoges, 250 à Saint-Germain-en-Laye, 200 à Nantes, 120 à Basse-sur-Mer, etc. Même dans des zones très rurales, comme par exemple la Corrèze ou le Cantal, nous avons eu 60-65 participants à chacune de mes réunions publiques, dans des départements où il y a encore un an, nous ne comptions qu'une poignée d'adhérents, 4 ou 5 ou 6 adhérents. Notre mouvement est en très forte croissance. Je pense en conscience que nous allons faire la surprise en 2017. Mais pour que la surprise ait lieu, encore faut-il nous en donner les moyens. On est en train de se rapprocher progressivement de la barre des 500 parrainages, et même au-delà, puisque nous souhaitons en avoir une marge de manœuvre. Nous ne les avons pas encore, mais nous en avons vraiment beaucoup. Et si tout va bien, si par un effort de tous, tout le monde se mobilise, comme c'est le cas depuis la rentrée du mois d'octobre,
pour trouver des parrainages et des parrainages et des parrainages encore, j'ai vraiment le sentiment que nous allons y parvenir. Si tel est le cas, si je peux vraiment être candidat à l'élection présidentielle, ce sera énorme. Il faudra que les médias expliquent aux Français comment ils ont pu cacher un mouvement politique qui fait plus de 1% des suffrages, qui fera beaucoup plus d'ailleurs si je suis candidat, depuis 10 ans. Il faudra qu'ils l'expliquent. Il faudra également que les médias prennent acte du fait que nous aurons des candidats et des candidates dans le plus grand nombre possible d'élections législatives, celles qui vont se tenir au mois de juin. Alors je voudrais terminer là-dessus. J'ai trois demandes à vous formuler pour nous aider. J'allais dire 4 si j'ajoute par ailleurs, mais je l'ai déjà dit, la poursuite acharnée de la recherche des parrainages. Mais j'ai 3 demandes qui s'adressent à tous nos adhérents, sympathisants, ceux qui ne font pas de démarchage. J'ai 3 demandes à leur faire. La première, c'est que nous lançons ces jours-ci une grande collecte de financement pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives. Nous la lançons maintenant parce que nous sommes bientôt à la mi-décembre. Vous avez une quinzaine de jours, pour ceux qui le souhaitent bien entendu et qui en ont les moyens, pour nous de faire des dons ou adhérer pendant qu'il en est encore temps sur l'année 2016. Ça veut dire que l'argent que vous verserez, soit sous forme d'adhésion, soit sous forme de don, vous pourrez en déduire les 2/3 dans votre impôt sur le revenu à acquitter l'année prochaine sur les revenus 2016. Donc il y a encore une quinzaine de jours. Et puis cette collecte va évidemment s'étaler sur les premiers mois de l'année prochaine et sans doute jusqu'au mois de juin, juillet de l'année prochaine. Donc ceux d'entre vous qui le pourront nous verser également de l'argent ou adhérer ou verser des cotisations ou des dons. L'année prochaine, cette fois-ci, ce sera sur les impôts, ça sera déductible sur les impôts de 2018 afférents aux revenus 2017. Alors c'est très important ce que je vous dis, parce que je m'adresse notamment à ceux qui voudraient et qui pourraient nous faire des dons sur les 2 années. Vous avez 15 jours pour le faire sur 2016, déductible sur l'impôt de 2017, et vous aurez ensuite les mois qui viendront pour le faire sur 2017, déductible sur 2018. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour faciliter ces subventions à l'UPR, nous mettons en place un système de prélèvement automatique mensuel. Beaucoup d'adhérents, de sympathisants nous l'avaient demandé. Ça nous a pris des difficultés. On a eu beaucoup de difficultés, notamment avec la Banque Postale. On a eu des questions juridiques également à trancher. Pour l'instant, nous faisons ce système de prélèvement mensuel uniquement pour les dons, pas pour les adhésions. Mais pour les dons, ça commence à 5 € par mois. Donc vous pouvez, par exemple, à partir de maintenant, en allant sur notre site upr.fr, convenir avec nous. Vous nous dites, ben voilà, on va faire un prélèvement de 10 € par mois, par exemple. Ça fera 120 € dans l'année. Et vous pourrez donc déduire 80 € de votre impôt sur le revenu si vous l'acquittez dès l'année suivante. Si vous pouvez mettre un peu plus, je pense à des gens qui ont les moyens, par exemple, de mettre 50 €. 50 € par mois, c'est une somme, mais ça n'est pas une somme très considérable quand même pour ceux qui ont les moyens de le faire. Ben, ça fait 600 € dans l'année. Pour nous, c'est très important, d'autant plus important que si vous êtes assujetti sur l'IR, eh bien, vous pourrez déduire 400 € de votre impôt sur le revenu. Ça ne vous aura coûté que 200 €. Voilà. Alors ça, c'est le système de prélèvement automatique mensuel que nous mettons en place. Allez sur notre site internet, vous verrez la marche à suivre. Le minimum, c'est 5 € de don. J'insiste sur la mobilisation de toutes et de tous. Nous avons 0 € de dette, 0 € de frais financiers. Madame Bettencourt ne m'a jamais donné un copec. Nous n'avons aucun emprunt ni auprès d'une banque russe, ni auprès d'une banque française ou une banque américaine, ni auprès d'une banque des Émirats arabes unis. Nous n'avons absolument aucune source de financement louche, bien entendu. Nous n'avons de source de financement que l'argent que nous donne le peuple français, et j'y tiens énormément. Parce que si nous nous faisions financer par des prêts bancaires, nous dépendrions des banques, je ne le veux pas.
La contrepartie, c'est évidemment que je vous fais confiance. J'espère que vous me faites confiance. J'espère ne pas avoir trahi votre confiance depuis bientôt 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique. Notre équipe de direction est une équipe honnête. Tous les gens qui nous ont rejoints, d'ailleurs, les membres de l'UPR, j'en suis extrêmement fier parce que c'est un mouvement très honnête. Nous devons nous serrer les coudes. Nous ne devons dépendre que du peuple français pour nous financer. La troisième chose que je voudrais dire avant de conclure, je relance une nouvelle fois un appel à l'inscription sur les listes électorales. Parce que là, nous n'avons que jusqu'au 31 décembre minuit, et en fait jusqu'au 31 décembre 18h, le moment de fermeture des mairies, pour vous inscrire. Alors, si vous avez déjà voté les années antérieures, par exemple si vous avez voté sans difficulté au mois de décembre de l'année dernière, par exemple pour l'UPR, ou si vous avez voté tout simplement, vous n'avez aucune formalité à faire. Mon propos s'adresse aux gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou qui ont un doute. Ça peut être le cas d'un certain nombre de jeunes ou de personnes qui ont déménagé, qui étaient par exemple à l'autre bout de la France ou même à l'étranger, qui sont revenus et il peut y avoir un doute. Alors dans ces conditions, ne laissez pas le doute subsister. C'est assez facile, c'est même très facile. Vous allez à la mairie de votre lieu de résidence. Je crois qu'il faut venir avec 2 papiers justificatifs de domicile, une pièce d'identité. C'est extrêmement rapide, mais c'est tellement important. Si en 2017, il y avait le choix qu'entre François Fillon et Emmanuel Valls, je comprends que les gens puissent s'abstenir. Mais j'ai très bon espoir d'être moi-même candidat à l'élection présidentielle. Et je suis de toute façon certain que nous aurons de très nombreux candidats aux élections législatives. C'est donc le moment de se mobiliser. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que il n'y a plus que 15 jours. Enfin, ça se termine le 31 décembre. Je fais donc un appel à votre conscience de citoyen. Si vous voulez vraiment non seulement m'aider moi-même, François Asselineau, mais aider tous les membres du Bureau national, tous les adhérents de l'UPR, tous les sympathisants de l'UPR. Si vous voulez aider tout simplement tous ceux qui vivent en France et qui aiment la France, mobilisez-vous, c'est le moment, en nous finançant, soit directement par des dons et des adhésions, soit par le système de prélèvement mensuel automatique, et en vérifiant que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Je vous fais confiance. Vive la République. Vive la France.